Le droit des animaux, est-ce qu'on en fait trop? C'est bien la question qui est posée. Et je vous propose, Pascal et M. Schweitzer, de l'aborder. Louis aussi. Oui, mais Louis, je le connais moins bien que Pascal. Donc, merci de me donner cette autorisation, cher Louis. Je vous propose de l'évoquer peut-être autour de trois axes. Un premier axe qui est celui de se dire la question n'est pas neuve en soi. Le rapport entre l'homme et l'animal est un rapport séculaire, on en parle, etc. Mais peut-être que, me semble-t-il, dans un contexte qui est le nôtre, il prend une acuité particulière. J'aimerais avoir votre sentiment sur cette question-là, comment on peut le replacer aujourd'hui, peut-être dans son contexte. Une seconde question qui serait entre protéger l'animal de la barbarie humaine. Il me semble qu'il y a un enjeu majeur aujourd'hui, on en parle beaucoup, et puis lui donner des droits. Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver? Quel droit? Jusqu'où on peut aller? Jusqu'où peut-être ne peut-on pas aller? Je voudrais que vous évoquiez cette question-là. Et une troisième question qui serait, est-ce que finalement, comme un certain nombre de situations que nous vivons, je pense en particulier à ce que nous vivons autour des questions climatiques, autour des questions de société, autour des questions, Pascal, que vous évoquez beaucoup, qui sont l'avenir, à travers, par exemple, l'intelligence artificielle, est-ce qu'on n'est pas à une période de la société, du monde, de la planète, qui est assez particulière? Et est-ce que finalement la question que nous posons à travers le rapport que nous entretenons avec les animaux ne révèle pas des choses peut-être plus profondes? J'aimerais avoir votre sentiment sur cette question-là. Pour ce faire, nous avons une cinquantaine de minutes. Peut-être, si on a le temps, je ne vous l'assure pas, ça va dépendre de vous. On prendra une ou deux questions dans la salle. Et puis on passera ensuite, donc, à partir de 15h, à un second thème. Alors, je voudrais juste rappeler, Louis Schweitzer, qu'on vous connaît, on connaît bien évidemment le patron de Renault, hein, on vous le dit sans doute à chaque fois, mais je crois que c'est important de rappeler que vous êtes aujourd'hui président de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, et que vous avez été aussi le président de la HALD. 3 missions, donc. Et, lorsque j'ai préparé, je regardais quelques vidéos, et vous dites d'abord, et peut-être dites-nous en un mot, c'est un engagement que celui que vous assumez aujourd'hui? Oui. Très clairement, parce qu'il est essentiel pour vous. Parce que je pense que c'est important. Vous avez commencé en disant on en fait trop pour les animaux. Franchement, on n'en fait pas beaucoup. On en parle beaucoup plus qu'avant. Et on pourra discuter de savoir pourquoi on en parle plus qu'avant. Mais ce qu'on fait pour les animaux, franchement, quand je regarde ce qui se passe, que ce soit pour les animaux sauvages, dont le nombre diminue constamment, que ce soit pour les animaux d'élevage, dont on ne peut pas dire que les techniques modernes d'élevage assurent leur bonheur, que ce soit pour les animaux domestiques, là où il n'y a pas de vrai changement, je n'ai pas l'impression qu'on en fasse beaucoup. Et ma conviction, c'est qu'à la fois pour des raisons morales, et parce qu'on comprend que les animaux sont des êtres sensibles, sont des êtres capables de sentiments et aussi d'intelligence, on n'a pas le droit de les considérer comme des choses. Ok, on y reviendra dans quelques instants. Pascal, vous êtes paléoanthropologue, maître de conférence au Collège de France, un conférencier, et surtout quelqu'un qui a une qualité que je trouve assez étonnante, c'est qu'il nous permet à travers l'histoire de l'évolution de l'inscrire dans le futur. Et à ce titre-là, on vous doit en 2018 un livre qui s'appelle « Le nouvel âge de l'humanité », le transhumanisme expliqué à une jeune lycéenne. Et puis, ça va peut-être nous rapprocher effectivement un peu de notre sujet. Vous m'avez dit que j'en prépare un autre qui s'appelle l'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur. Donc on aura peut-être l'occasion de le redécouvrir. Alors, je reviens à ma première question. Je vais peut-être commencer par vous, Pascal. Qu'est-ce qui fait, Louis vient de donner quelques éléments, qu'est-ce qui fait de votre point de vue que cette question aujourd'hui du droit des animaux prend une acuité particulière? Parce que je pense que nous sommes dans une période de changement plus ou moins compris de l'humanité au sens large, et qu'après 10 000 ans de domestication, pour une partie de l'humanité, bien sûr, pas toute, c'est tous les chasseurs-collecteurs, il y a d'autres rapports aux animaux, les éleveurs, par exemple, les peuples nomades ont d'autres rapports aux animaux, eh bien, ces questionnements, il est assez général, il est très important et plus sensible autour des animaux, parce qu'on les connaît mieux, mais je trouve assez étonnant tout de même qu'aujourd'hui, on voit arriver de l'autre côté
des questions sur le droit des machines. Alors là, je suis un petit peu surpris, puisque d'un seul coup, on n'a pas beaucoup avancé, vous l'avez dit, Louis Schutzer, on n'en fait pas beaucoup sur les droits des animaux, et d'un seul coup, on commence à s'intéresser de façon très sérieuse aux droits des machines, notamment des robots auto-apprenants, et surtout ceux qui vont collaborer avec nous. Alors ça, c'est un peu paradoxal. Alors d'un point de vue anthropologique, en fait, c'est la même question, c'est le rapport à l'altérité, aux autres formes d'intelligence, ça c'est un premier élément. Et une période donc de changement extrêmement brutal, où on voit que ce qui avait fait certains éléments de progrès sur le plan social, surtout pour les gens de ma génération, notamment la consommation de viande, aujourd'hui devient insupportable. Et je vous répondrai, est-ce qu'on en fait trop ou pas? Eh bien, je me placerai immédiatement sur le plan de l'anthropologie et en référence à Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss avait très bien compris que ce concept d'animal était très mal défini. En fait, il n'est pas du tout défini. Il n'est pas défini. L'animal des philosophes, qui participent beaucoup à ces débats d'éthique, n'est pas défini. L'animal est ce que n'est pas l'homme. En fait, c'est une catégorie d'exclusion. Donc on met l'homme au centre du cosmos, et tout ce qui n'est pas l'homme, tout ce qui n'a pas ces critères, est évacué. Sauf que c'est terrifiant. On s'aperçoit qu'en fait, après 5 siècles d'humanisme et de progrès technologique, donc l'idée de progrès et son idéologie, ont été les périodes les plus dramatiques, à la fois pour la condition des animaux, notamment dans l'élevage, mais également était dramatique d'un point de vue de l'humanisme. C'était un grand débat qu'il y avait entre Lévi-Strauss et en partie Jean-Paul Sartre, puisque ce concept d'animal non défini était utilisé pour exclure. Alors quand on parle des droits, qui et par quelle légitimité donne des droits? C'est la vraie question. Mais là, ça reste l'homme pour l'instant. Alors, ça reste l'homme, sauf qu'on n'avait pas, surtout depuis le Code Napoléon, on a infantilisé les femmes. Il y a eu le racisme. On a mis, bien sûr, les autres espèces étaient dedans. Donc, en définitive, cette question des droits des animaux, est-ce qu'on en fait trop ou pas? On n'en a pas fait beaucoup pour les animaux, mais ça concerne immédiatement ces questions de l'humanisme et des droits pour l'ensemble des humains et aussi des rapports aux autres espèces. Mais en gros, ils sont un petit peu les otages de cette affaire-là, parce qu'en définitive, ça reste des aventures, des questionnements exclusivement humains qui ne devraient pas l'être, parce que justement, lorsqu'on dit l'animal, on n'a pas défini est-ce que les droits que pourrait avoir notamment une extension des droits de l'homme, les chimpanzés, sur les mêmes pour les babouins, alors on peut discuter sur les critères, mais les mêmes par exemple pour les dauphins, alors ça on est à peu près d'accord. Maintenant, quand on commence à parler des rats et des chauves-souris, je crois que... et donc là, on se pose un vrai problème, parce que dès qu'on sort des grands termes... Des grandes généralisations, finalement. Voilà, du coup, on est obligé d'arriver sur des discussions concrètes sur les critères, et là, il va falloir prendre des décisions. Et là, ça devient difficile. Louis, réaction à ce qu'il vient de dire, en particulier sur cette notion, enfin pour moi qui me surprend, droit des animaux, droit des machines. Bon, le droit des machines, je dois dire, j'ai fabriqué des machines dans ma vie en utilisant des machines. Le droit des machines, pour moi, c'est un non-sujet. D'accord, bon. Ok, c'est fait. Revenons sur pourquoi c'est important aujourd'hui. Je crois pour moi que c'est un signe de progrès de la morale et que c'est facilité par le progrès de la science. Un signe de progrès de la morale, au fond, il y a quelques centaines d'années, pas tellement, on considérait qu'un homme pouvait appartenir à un homme. Il y avait l'esclavage. Et on considère que les Noirs n'avaient pas de droit. Et puis, on s'est aperçu que cette coupure était une coupure artificielle. Maintenant, on se rend compte que les animaux, certains animaux, j'y reviendrai, ne sont pas si différents de l'homme. Quand on lit l'histoire de la création dans la Bible, on crée l'homme pour être le maître des animaux. Et les animaux ne sont que des objets au service de l'homme, ou des êtres au service de l'homme. Maintenant, on se rend compte qu'on est dans une planète où, oui, nous sommes, je pense, une espèce particulière, mais les autres espèces ont aussi des formes d'intelligence, on la mesure, des formes de sensibilité, on la mesure. Elles sont capables d'être heureuses ou malheureuses. Et pour moi, au fond, la base de la morale, c'est vouloir le bonheur des autres êtres qui sont capables de ressentir le bonheur. Est-ce que c'est sortir de la domination de notre espèce? Parce qu'on le dit aussi. Notre espèce est plus dominante qu'elle ne l'a jamais été. Le nombre d'hommes sur la planète, au début, en 1900, c'était 1 milliard. On est à 8, on ira sans doute à 11. Et les animaux domestiques représentent aujourd'hui, en nombre d'individus, la majorité des animaux qui existent sur la planète. Donc,
L'homme a une maîtrise accrue de la planète. Et au fond, quand on a une maîtrise accrue, à mes yeux, on a une responsabilité accrue. L'homme, il y a 150 ans, ne pouvait rien sur la planète. C'était la nature qui régnait. Aujourd'hui, l'homme règne sur la planète. Est-ce que finalement, dans le débat qui est le nôtre aujourd'hui, je trouve intéressant ce que vous évoquez, et quand vous le posez sur le plan de la morale et de l'éthique, c'est un moment où finalement, il faut se questionner fondamentalement sur la façon dont on aborde les sujets, dont on regarde le monde? Alors, c'est un questionnement qui existe depuis très longtemps. Déjà du temps des Grecs, il y avait des philosophes qui disaient il faut se préoccuper du bien-être des animaux. Mais simplement, dans le monde d'aujourd'hui, avec le rôle qu'exerce l'homme dans ce monde d'aujourd'hui, c'est une question qui est d'une importance accrue. Parce que l'homme influe maintenant la vie de la majorité des mammifères de notre planète. Alors je voudrais revenir sur un autre point. Est-ce que les animaux sont définis? Est-ce qu'ils sont tous pareils? Beaucoup d'entre nous auraient du mal à dire qu'entre un orang-outan qui donne des signes évidents d'intelligence et un moustique, c'est la même chose. Au fond, il y a une continuité. L'homme est une espèce animale parmi d'autres, mais avec des particularités qui font qu'elle a le droit à une considération éthique supplémentaire. Les animaux, il y a des animaux qui sont sensibles, qui ressentent la douleur, la capacité du bonheur, et je pense qu'à ces animaux-là, il faut reconnaître des droits particuliers. D'accord, donc vous mettez nuance entre... Je dis que oui, tous les animaux ne sont pas pareils. Et puis, il y a les animaux sauvages. Notre obligation, c'est d'abord de les laisser tranquilles, si je puis dire, de respecter leur espace de vie et de ne pas exercer à leur égard de cruauté. Puis, il y a des animaux que nous avons sous notre garde, les animaux domestiques, les animaux d'élevage. Et là, je considère qu'ils ont le droit à du bien-être. Autrement dit, nous sommes les gardiens de ces animaux, comme nous sommes d'ailleurs les gardiens de nos enfants. Et nous avons à assurer leur bien-être, ce qui va au-delà de ne pas les déranger, ce qui est notre devoir vis-à-vis des animaux sauvages. Donc, je pense que les animaux, ce n'est pas un groupe homogène, et notre relation avec les animaux ne doit pas se fonder sur l'idée que tous les animaux sont pareils. Tous les animaux ne sont pas égaux. Pardon? Tous les animaux ne sont pas égaux. Oui. C'est pas pareil. Ils sont tous différents, donc ça ne peut pas être pareil de toute manière. Par contre, on peut parler, la notion de pareil, ça peut se dire, non, est-ce qu'ils ont les mêmes droits ou pas, mais ça, c'est l'autre aspect de la question. Là, on est sur des enjeux quand même extrêmement compliqués par la suite, sur les décisions à prendre. Parce que tant qu'on était si on reste sur des généralités, le droit de l'animal ou des animaux ou autres, sans aller plus loin, bon, on pose des principes éthiques, on en discute, c'est ce que nous faisons, et on va essayer peut-être d'avancer sur certains éléments. Et c'est là que ça devient plus complexe. Regardez, il est quand même troublant qu'il faille attendre pour nous en France en 2015 pour se dire, voilà, les animaux ont une sensibilité. C'est quand même les philosophes anglo-saxons, depuis Jeremy Bentham, le savent depuis la période des Lumières. D'ailleurs, c'est pas inintéressant de savoir que les deux questions émergent en même temps. Mais d'un côté, en France, c'est plus pour les animaux, du côté donc, de l'Angleterre. Donc déjà, il y avait des fondements philosophiques, mais qui n'avaient à une époque où il n'y avait pas du tout toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui. Mais au XIXe siècle, c'est intéressant. Au moment où on se pose la question, justement, des droits de l'homme, 1789 tout de même, eh bien, c'est intéressant, puisque les philosophes s'intéressent énormément aux grands singes. Les grands singes qui n'avaient rien demandé dans cette affaire, vous imaginez bien, bien malgré eux, se retrouvent en Europe, et il y a une fascination qu'on retrouve chez Rousseau, chez Diderot, chez tous les grands penseurs, à travers ce que Buffon appelait les masques trompeurs de l'homme, mais très vite, Buffon, il les appelait les masques trompeurs de l'homme, ces grands singes, ou les autres singes. Et là, il y a un véritable trouble, parce que justement, on se pose la question du périmètre des droits de l'homme. Et à l'époque, un petit peu avant, Charles Linné se posait la question de savoir s'il n'y avait pas encore des hommes à queue. Ça peut nous faire sourire aujourd'hui. Mais l'Afrique est restée une terre inconnue jusqu'à quasiment la fin du XIXe siècle. Donc on ne connaissait pas du tout l'étendue de la diversité humaine. Alors c'est amusant parce que Claude Lévi-Strauss, dans l'Anthropologie structurale 2, il parle de Rousseau, il dit Rousseau qui aurait envisagé, alors j'ai pas retrouvé le texte, aurait envisagé d'étendre les droits de l'homme, en tout cas
potentiellement au grand singe, parce qu'on ne connaissait pas du tout la limite du genre humain. C'est intéressant cette approche-là. Donc on voit que dès le départ, même à l'époque des Lumières, les deux sont associés. Alors maintenant, les sciences sont arrivées et on sait qu'il y a de la sensibilité, qu'il y a de la souffrance. À la limite, c'est quand même troublant qu'on soit obligé d'attendre les sciences pour cela, mais en tout cas, l'éthologie, c'est quand même récent à l'échelle de toutes les sciences. L'éthologie, telle qu'on la connaît, ça fait même pas un siècle, et dans son déploiement moderne, ça fait 50 ans, 60 ans. Alors maintenant, voilà, on va se dire, parce que je suis tout à fait d'accord avec Louis Schelzer, tous les animaux ne vont pas être éligibles, et peut-être pas d'ailleurs au même droit. Donc, on va peut-être s'entendre d'ailleurs sur l'étendue des droits et les différents articles qu'on pourrait adopter en fonction des espèces. Les grands singes, ça peut sembler assez facile. Après tout, nous partageons une communauté ancestrale. Nous sommes séparés, la lignée des chimpanzés vers 7 millions d'années, celle des gorilles 9, celle des orang-outans 13 millions d'années. On sait que tous ont des systèmes sociaux, de l'empathie, de la sympathie. Ils sont capables de se reconnaître dans un miroir. Enfin bref, des tas de caractéristiques qu'on croyait exclusives à l'homme, ils les possèdent à différents degrés. Donc on peut se dire, on peut prendre l'argument phylogénétique. Puisque nous, les évolutionnistes, et on appelle ça les systématiques, les sens des classifications, nous donnent des critères objectifs en disant, voilà, on peut s'arrêter aux grands singes hominoïdes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fout des gibbons? Zut, tiens, Qu'est-ce qu'on fait des gibbons. Voilà, eux, ils sont un petit peu, voilà, mais ils ne sont pas aussi smart, mais ils sont quand même très smart. Et puis, les babouins. Voilà. Donc du coup, là, il va falloir prendre une décision. Alors, je continue. Oui. Maintenant, si on parle, là, c'est le critère phylogénétique, c'est-à-dire d'une parenté commune et diversification. L'autre chose, c'est que maintenant, si on va sur des critères adaptatifs, sur les périodes de la vie, la sensibilité, l'empathie, enfin les éléments que j'ai donnés tout à l'heure, la capacité, l'intelligence, bien sûr, et les capacités cognitives, alors là, on ne peut pas faire l'économie des dauphins, des baleines, des éléphants, qui, dans l'état actuel des choses, on sait qu'ils se reconnaissent dans un miroir. Et ce sont des espèces qui ont une caractéristique particulière avec nous, d'ailleurs, les grands singes, qui vivent, chez lesquels les femelles mettent un seul petit au monde, longue gestation, sevrage tardif, longue enfance, âge adulte très tard, et une espérance de vie de 50 à 100 ans. Donc forcément, ce sont des espèces qui ne peuvent pas vivre comme cela, sans avoir donc des critères sociaux et des comportements de bien et de mal, parce qu'on ne peut pas vivre sans une forme de règles sociales et qui s'apprennent. Il y a des cultures chez ces espèces. Voilà, le critère de la culture. Donc là, on pourrait les mettre. Là, on est sur des espèces très séparées. Mais maintenant, attendez, pourquoi on ne mettrait pas certaines baleines, certains dauphins? Donc alors, vous voyez que la question des critères est extrêmement complexe. Alors pour le coup, moi, je suis sur ce point un peu en divergence. Au fond, il y a un critère qui a été découvert ou énoncé par un philosophe anglais, un moraliste anglais qui s'appelle Jeremy Bentham, à la fin du siècle. La question n'est pas de savoir le degré d'intelligence, c'est la capacité de souffrir ou de ne pas souffrir, de ressentir du bien-être. Donc finalement, si on pose la question d'un critère, c'est le critère qui prédomine chez vous. Pour moi, je veux dire, c'est le critère d'une éthique vis-à-vis des animaux. Est-ce qu'ils ont la capacité de souffrir? Et on voit bien qu'on traite différemment un animal qui a la capacité de souffrir. Alors, bon, la science nous a appris de plus en plus, et plus que l'esprit commun, sur quels sont les animaux qui sont capables de souffrir. Pour beaucoup de gens, il n'y a que les mammifères. On sait maintenant que tous les vertébrés, et notamment les poissons, ont la capacité de souffrir. On sait que même des non-vertébrés, par exemple les céphalopodes, les poulpes, ont un système nerveux qui souffre. On s'interroge en ce moment, mais beaucoup de scientifiques croient qu'ils ont la capacité de souffrir, sur les crustacés des capotes. Donc, il y a une limite sur les animaux capables de souffrir. Il y a des animaux dont on sait qu'ils ne sont pas capables de souffrir parce qu'ils n'ont pas de système nerveux qui permettrait la souffrance. Donc, pour moi, il y a une différence majeure, une coupure, entre les animaux capables de souffrir et les animaux qui ne sont pas capables de souffrir. Mais, comme je l'ai dit, c'est une frontière qui n'est pas figée, parce qu'on découvre la capacité de souffrir chez les animaux qu'on ne le croyait pas. Et puis, il y a un autre point qui a trait au comportement humain. Et ça, je voudrais le dire. On peut être cruel, même avec un animal qui ne sait pas souffrir. Je ne sais pas si on lit encore beaucoup La Comtesse de Ségur. Mais il y a une histoire d'une petite fille qui arrachait les pattes et les ailes d'un insecte. Et sa mère l'a punie.
ou plus exactement celle qui en a la garde puisqu'elle est orpheline. Pourquoi ? Parce que c'est un acte de cruauté vis-à-vis de la vie, ce qui est une autre idée. C'est une idée de respect de la vie, qui est une idée philosophique, où on ne doit pas être cruel ou détruire la vie par plaisir. D'accord, donc si je résume, hein, Louis, on a deux aspects. C'est effectivement le niveau de souffrance, la perception, jusqu'au niveau où on peut le percevoir. Et puis deuxièmement, il y a le comportement humain qui est un comportement moral aussi. Le respect de la vie, qui est à mes yeux, une règle morale assez légitime. Donc il n'y a pas forcément de catégorie telle que vous les posez, vous, Pascal. Non, mais là aussi, sur le critère de la souffrance, c'était très bien dit. Avec on est d'accord là-dessus. Donc là, ça nous met en relation avec des milliers d'espèces, mais pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas du tout hostile à cette idée-là. Je voulais donner par cet exemple qu'en effet, sur la sensibilité, on peut avoir des structures nerveuses sous les animaux, des structures nerveuses, est-ce qu'ils ne souffrent pas ? Voilà. Maintenant, est-ce que le point que je voulais faire, en définitive, je n'ai pas été assez clair, c'est que par exemple Peter Singer, qui est un philosophe qui est très en pointe sur ces questions-là, notamment vis-à-vis des grands singes, mais il n'y a pas que cela, il proposerait, lui, d'étendre une partie des droits de l'homme pour les grands singes, sur le critère phylogénétique que j'ai évoqué. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Maintenant, les baleines et les autres ont aussi beaucoup de critères. Maintenant, ça devient extrêmement compliqué, cette affaire-là, puisque ça va dépendre en effet des avancées des connaissances. Maintenant, la vraie question posée lui à l'instant, est-ce qu'on a besoin d'avoir des certifications scientifiques sur ces questions-là pour savoir si on va étendre ces droits et de quel ordre ? Mais néanmoins, ma position personnelle, et je pense que vis-à-vis de certaines espèces de mammifères qui ont certaines caractéristiques que l'on connaît, qui n'ont pas été évoquées par les philosophes d'ailleurs, au passage, qui sont du domaine de la biologie évolutionniste, c'est qu'en effet, est-ce que, par exemple, chez les souris ou les rongeurs, qui ont des stratégies de vie radicalement différentes des nôtres, ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas. Mais est-ce qu'une souris ou un souriceau ou un lapro, qui ont des stratégies adaptatives tout à fait particulières, auraient des droits de même ampleur qu'un grand singe ou autre. Alors, et c'est cette question donc, voilà, merci. qui me semble aujourd'hui plus pertinente par rapport à ça. Voilà. Tous les animaux sont sensibles. Maintenant, comment on fait voilà. Alors pour le coup, Louis, vous allez vers quelque chose qui est, j'allais dire presque, qui est assez radical. Vous voulez qu'effectivement on ait une charte des droits. Et vous me disiez, mais c'est intéressant que vous y reveniez 30 secondes parce que vous m'expliquerez pourquoi. Au départ, en 78, si j'ai bien retenu ma leçon, vous disiez on était parti sur une charte, sur une déclaration des droits universels des animaux dans l'esprit de ce qui s'est fait pour les droits de l'homme. Bon. Effectivement, tout le monde le sait, il y a eu proclamé à l'ONU une déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc en 1978, on a voulu faire une déclaration universelle des droits de l'animal. Et la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, que j'ai l'honneur de présider, a actualisé cette déclaration en 2018. On l'a soumis à beaucoup de scientifiques éminents de l'INSERM, donc l'Institut de la Santé, le CNRS, de l'INRA, l'Institut de l'élevage, et aussi à des juristes éminents, le premier président de la Cour de cassation, enfin bref, vraiment à des gens de premier rang. Et on a fait une déclaration qu'on n'a pas appelée universelle, parce que, reconnaissons-le, la condition animale n'est pas quelque chose d'universellement partagé. Chaque civilisation a vis-à-vis des animaux ses caractéristiques propres. Donc on a fait une déclaration des droits de l'animal où on a essayé, comme dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, d'ailleurs en toute modestie, de dire des choses concrètes. Ce que j'ai dit, par exemple, sur les animaux sauvages, eh bien, il faut respecter leur milieu de vie. Les animaux sensibles ont le droit au respect de cette sensibilité, et si l'homme les tient sous sa garde, il doit assurer leur bien-être physiologique et aussi respecter leur comportement. Si on est dans une petite cage, même si on n'a ni faim, ni soif, ni froid, aucun n'est heureux, et on sait que les animaux sont malheureux, ils font des dépressions d'ailleurs. Donc, on a essayé de définir concrètement les droits de l'animal. On n'a pas interdit l'expérimentation scientifique. On n'interdit pas le fait que des hommes se nourrissent d'animaux. À propos d'autres animaux, se nourrissent d'animaux. Et aucun d'entre nous, même les plus véganiens parmi nous, ne considère qu'être anthropophage et carnivore,
c'est exactement la même chose pour un homme. Donc, on voit bien qu'il y a des nuances. Avec quand même une responsabilité. Alors c'est intéressant que vous évoquiez ça, avec une responsabilité particulière de l'homme qui va être de faire respecter une réglementation qui concerne des animaux. Et je pense par exemple à l'histoire des ours. Les ours, là, Pyrénées. Bon, jusqu'où on va, là? Bon, j'ai pas d'opinion très arrêtée sur les ours des Pyrénées, donc je ne vais pas vous répondre à la Mais question. en même temps, il faut reconnaître une idée simple. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas capable de défendre ses droits lui-même qu'il n'a pas de droits. Un bébé de 6 mois a des droits. Il ne peut pas les défendre. Un homme qui est sous tutelle et qui est incapable, pour telle raison, n'a pas la capacité de défendre ses droits, mais il a des droits. Un médecin célèbre suggérait qu'il fallait les éliminer. C'est quelque chose de révoltant. Donc, on n'a pas besoin d'être capable d'exercer des droits pour avoir des droits. Et d'ailleurs, c'est intéressant, en Suisse, dans chaque canton de la Suisse, il y a un avocat des animaux, qui est une personne désignée et dont le métier est de défendre les droits des animaux. Et je trouve que c'est une bonne idée. Ça existait au Moyen-Âge, je crois. Dans un autre contexte, oui, mais c'est là qu'on voit tout de même. On a parlé des droits de l'homme, j'ai évoqué un petit peu la période des Lumières. À partir du moment où arrive avec la naissance l'humanisme, c'est-à-dire que les fondements de l'humanisme, c'est les hommes par les sciences, les connaissances, la culture, l'éducation. C'était les hommes et pas les femmes pendant très longtemps, Oui, je suis soit bien dit en d'accord. passant. Non, mais je suis d'accord, mais justement, c'est exactement ça c'est là que j'en arrivais, c'est qu'on a très vite exclu à partir du moment où une catégorie d'humains, de mâles, avait considéré donc qu'ils étaient les seuls légitimes pour attribuer des droits ou ne pas attribuer des droits. Donc l'idée de progrès a été assez dramatique à cet égard, parce que le Moyen-Âge, qui n'était pas une période plus dorée qu'une autre, mais qui n'était pas la période sinistre qu'on a tendance à décrire, il y avait une approche quand même radicalement différente vis-à-vis des animaux, parce que, surtout après Saint François d'Assise, c'était tous des créatures de Dieu. Et donc, en tant que créatures de Dieu, elles avaient aussi le droit, elle n'avait pas des droits tels qu'on l'entend aujourd'hui dans ce débat, mais le droit d'être défendu. Donc quand un cochon, mais alors c'était une époque aussi où les animaux étaient toujours présents, à la fois dans les fermes, dans les faubourgs et dans les villes. Il y avait donc toujours un contact avec les animaux. Ce qui est troublant aujourd'hui, c'est que nous parlons des droits des animaux dans un contexte où on en est, et il y en a dans cette salle, à la deuxième, troisième génération, qui n'a pas connu la ferme, pour de bonnes mauvaises raisons, qu'importe, c'est comme ça, qui ne connaît pas ou très peu les animaux sauvages ou autres. Donc c'est là la grande différence qui nous trouble. Mais maintenant, pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, je trouve qu'aujourd'hui, dans ce contexte qui est le nôtre, on a quand même fait d'énormes progrès. Regardez ce qui se passe dans les parcs zoologiques. Moi, quand j'étais petit, on allait dans un zoo, et la philosophie des zoos, c'était de montrer le maximum d'individus d'espèces sauvages. On a vu un reportage il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, on montrait des humains, effectivement. Alors ça, c'était le zoo humain. Non, c'est pas ça. De toute façon, cette question des droits des animaux, elle est très proche du traitement des droits des humains. C'était dans les années 1930. C'est ça, exactement. Donc, notamment la fameuse exposition universelle de 1931. Il y a un très bon film français, d'ailleurs, au passage, de Régis Varnier, Man to Man, d'ailleurs, qui n'a pas eu de succès parce qu'il nous renvoie au fond raciste encore qui persiste dans nos cultures. Parenthèse fermée. Regardez, dans les parcs zoologiques, aujourd'hui, comme les missions ont considérablement changé. On ne met pas une espèce sans qu'elle soit dans son contexte social. C'est pour ça qu'avoir des chimpanzés, c'est pas un chimpanzé, c'est une troupe de chimpanzés. Et là, je peux vous dire que ça va être très compliqué. C'est pas un loup tout seul, c'est plusieurs loups. Voilà. Donc, et en plus, ces parcs zoologiques aujourd'hui ont complètement changé leur mission, à la fois sur le bien-être, sur la connaissance, sur l'éthologie, sur la façon, parce qu'avant tout, nous sommes des animaux sociaux, bien évidemment, nous peut-être un peu plus que les autres, comme les grands singes, mais la plupart des espèces, même les oiseaux, sont des animaux sociaux, et donc une partie de leur bien-être est liée à la capacité de vivre ensemble. Et donc moins d'espèces, et puis surtout des missions de conservation, de bien-être, et puis donc d'expérience. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble à peu près évident aujourd'hui quand on va dans un parc zoologique, mais qui ne l'était pas du tout il y a encore 20 ans ou 30 ans. Donc, ces connaissances des animaux, de leur bien-être, de leur vie sociale, est aujourd'hui intégrée là-dedans. Maintenant, lorsqu'on est dans la domesticité, moi je veux dire, je suis fils d'agriculteur, moi je me souviens quand j'étais jeune, parce que c'était comme ça.
les chiens, on ne se posait pas la question s'ils étaient sensibles, heureux ou pas. Ils étaient à l'achat, ils étaient à la chaîne. Bon, quand j'étais un milieu de paysans, ils allaient à la chasse. Donc là, c'est le moment où ils étaient contents, les chiens. Et puis le reste du temps, on ne se préoccupe pas de leur bien-être, de leur relation avec nous. C'était obéi. Et bien après, j'étais cavalier. Et non, mais pourtant, attendez. Non, mais voyez, comme ça, Pascal, on avait un j'étais rapport cavalier. émotionnel, on avait, ils faisaient Ah partie non, parfois non, de la non, famille. non, 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 pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ils étaient là dans leur coin. Je dis pas que c'est pas une famille. On n'aimait pas exceptionnelle. son chien. C'est pas qu'on n'aimait pas. Il avait une place qui était celle que lui a assignée une certaine forme de tradition, et c'était comme ça. Il n'existait qu'au service de l'homme. Voilà, exactement. Et donc, alors c'est vrai qu'on a toujours un peu la vision, lorsqu'on parle aujourd'hui de l'élevage, notamment des bovidés. Ah oui, ils connaissent les vaches par leur nom, etc. Donc ça allait encore à peu près tant que ça allait au prix. Mais maintenant, c'est fini cette affaire-là. La chose étant, j'ai été cavalier par la suite. J'ai commencé à monter à cheval, mais franchement, c'était l'animal machine, quoi. C'était l'animal, le cheval, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Il n'avance pas à coup d'éperon ou alors à un coup de cravache. Et puis un jour, je me suis dit, mais c'est quoi de moi aberrant ce truc-là. Et heureusement, il y a eu l'éthologie. Ça peut vous faire sourire, le film L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, mais c'est comme ça que c'est arrivé en France. Et d'un seul coup, on a commencé à complètement changer en se disant, je vais avoir une relation avec les chiens, les chats, compte tenu de ces connaissances que nous apportaient donc l'éthologie et les vétérinaires. L'éthologie est arrivée très tard dans les écoles vétérinaires. Donc c'est un changement. Donc c'est un changement total du rapport, et je trouve que c'est dans ce sens-là qu'effectivement, on est dans un rapport, c'est quoi l'autre, en quoi il diffère, et en quoi, tout en restant quand même, quand j'ai un chien, un chat, j'ai pas mal d'animaux au choix, je reste quand même le maître, mais pas le maître tel que je l'ai connu dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un ensemble de relations qui sont définies entre nous, et puis maintenant, comment essayer d'avoir des interactions qui bénéficient au mieux du bien-être des uns et des autres. Et ça a complètement changé. Et c'est là que la notion de droit vient et de responsabilité arrive. Alors, est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'évoque Pascal? Et puis ma question, c'est jusqu'où, c'est une de nos questions, jusqu'où on va? Je vous disais en aparté tout à l'heure, mais vous l'avez sobrement balayé. Je vous disais, mais moi, j'ai vu des gens qui font hériter leurs chiens, qui font hériter, etc. Ça. Mais ça renvoie à la responsabilité humaine, ce que je veux dire, au discernement. Je l'ai dit, il y a au fond, et c'est vrai que toutes les frontières sont artificielles, et que toute frontière absolue est artificielle. Et il y a des singes qui sont plus intelligents que certains hommes, c'est vrai, mais entre un grand singe et un moustique, on voit bien qu'il y a une vraie différence. Donc, toutes les frontières sont artificielles. Mais quand on parle d'éthique, de droit, de morale, on est bien obligé de faire des catégories. Parce qu'autrement, c'est ingérable. Je prends un exemple. On a défini les droits de l'homme. On les a étendus aux femmes, tardivement. On les a étendus aux personnes d'origine différente. On se souvient quand même que la Déclaration des droits de l'homme date de 1789 et que l'abolition de l'esclavage sur la terre française date de 1848. Donc, au fond, on s'est aperçu qu'une frontière qu'on avait faite à un moment donné était une mauvaise frontière. Et donc, on a élargi les frontières. Et je pense que la morale, au départ, c'est de se soucier des autres. Au fond, l'égoïsme nous est très naturel. L'éthique et la morale, c'est de se soucier des autres autant que de soi. Je crois que peu de gens y arrivent. Mais c'est bien l'objectif. Et on voit que ceci nous conduit à nous intéresser à ces autres êtres vivants capables de sentir, mais même nous faire reconnaître des devoirs qui vont au-delà des animaux sensibles. Quand on parle de la préservation de la planète, quand on parle de la biodiversité, on ne se pose pas des questions de sensibilité. Aucun d'entre nous ne pense au sens réel que les arbres ressentent de la douleur. Mais enfin, abattre un bel arbre, c'est quand même quelque chose de mal. Détruire un monument, qui est un monument de pierre, c'est quelque chose de mal. Donc, au-delà du cercle des êtres vivants qui sont capables d'avoir des droits, nous avons des devoirs qui dépassent ces êtres vivants. Donc, il y a une série de cercles concentriques qui définissent un champ. Et nous voyons bien que si nous ne faisons rien, et ça c'est le fait nouveau pour moi, depuis 30 ans, un moment, enfin, il se trouve que je suis né en 1942,
En 1945, il y a eu la bombe atomique. Et les gens se sont dit, à partir de là, nous avons la capacité de détruire la planète par des actes de guerre. La peur que la catastrophe nucléaire finale qui détruit la guerre, c'est Dr Falamour. Et puis maintenant, depuis une quinzaine d'années, on découvre que même par l'activité normale en temps de paix, l'homme a la capacité de détruire la Terre. Ce qui est quelque chose de complètement nouveau. Avant, seule la folie, enfin disons jusqu'en 1950, l'homme ne pensait pas pouvoir détruire la Terre. Après, on a cru que la folie guerrière pouvait détruire la Terre. Et maintenant, on se rend compte que notre activité ordinaire, maintenant que nous allons être 11 milliards d'êtres humains, peut détruire la Terre. Et c'est une nouvelle responsabilité morale. Voilà. Ça, vous étendez, on en est à mon troisième thème, c'est assez intéressant, mais je voudrais juste revenir un petit peu avant. Les réponses qui sont apportées, prenons l'actualité, elle n'est que révélatrice peut-être de quelques phénomènes, mais elle dit des choses. Est-ce que toutes ces tentations, vous avez évoqué les véganes, nous sommes dans une région où on a brûlé un abattoir, etc. Je suis volontairement provocateur, parce que vous en appelez beaucoup à la responsabilité. Je vais vous répondre. Je ne pense pas que la fin justifie les moyens. Je ne pense pas... Bon, je ne suis pas sûr si toutes les vidéos de L214 ont été faites dans des conditions légales, mais je considère que le rapport entre le résultat et les moyens employés, là, justifie les moyens. Quand je vois qu'on lance des pierres à un boucher, voilà. Quand je vois qu'on envoie des lames de rasoir sous enveloppe à des gens qui travaillent dans des labos pharmaceutiques pour qu'ils se coupent en ouvrant l'enveloppe, là je dis c'est des moyens inqualifiables. Et donc, ces moyens-là ne sont en aucun cas pas de ça dont on parle, justifiés. Oui, non, mais je veux dire, je dis simplement que, vous savez, la morale, j'ai expliqué un peu comment je la ressentais, c'est aussi une affaire d'équilibre. On passe notre vie à faire des choix, et ces choix, c'est rarement blanc ou noir. Nous sommes pour la paix, mais il y a des guerres de défense qui sont légitimes. Donc, il faut toujours chercher des équilibres. Oui, pas de forme de manichéisme, effectivement. Alors l'absolutisme n'est pas ma tasse de thé, non. Alors, pour le coup, ça m'intéresserait d'aller vers un troisième axe, et vous l'avez évoqué, Louise, c'est... Ce que l'on est en train d'évoquer pour ce qui est de la question de l'animal pose une question beaucoup plus large, pose la question du sens que nous donnons à notre société, à l'avenir de cette société, parce que beaucoup de choses, avec cette accélération du temps, avec effectivement l'introduction de nouvelles technologies, nous amènent finalement à des comportements, on le voit bien au niveau de la planète aujourd'hui. Est-ce que finalement, ce n'est pas le moment de se re-questionner sur le sens? Parlez-vous de morale? Moi, je parlais de sens. Je ne sais pas bien quel est ce que veut dire toujours le mot sens, dès lors qu'on n'a pas une vision religieuse de la vie qui donne un sens à tout ce qu'on fait, à la création. Les hommes, c'est vrai, cherchent du sens. Moi, j'ai une approche un peu différente. Au fond, j'ai une vie heureuse. J'ai envie que mes enfants aient une vie heureuse. J'ai envie que les enfants de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants aient une vie heureuse. Et si j'oublie toutes les générations qui suivent, je suis aussi égoïste que si j'oublie mon voisin. Et donc, sur ce sujet qui nous préoccupe, il y a l'autre, qui est l'animal, auquel je m'intéresse parce qu'il a des droits, parce qu'il a une sensibilité. Et puis à l'autre, qui sont tous nos descendants, qui justifient aussi un respect d'un certain nombre de normes d'environnement. Bon, le sens, c'est un autre sujet. Pascal? Par rapport à ce qui se passe, c'est aussi un enjeu qui dépasse tout simplement l'espèce humaine. C'est simplement aussi la survie de la planète, ça a été dit, mais c'est l'ensemble aussi des possibilités d'un monde pour demain. C'est ce qu'on appelle la coévolution. En gros, soyons très clairs, c'était dit à l'instant, depuis que je suis né, la population mondiale a été multipliée par 3. Et c'est une chose qu'on a du mal à comprendre,
Dans l'évolution, on comprend bien qu'il y a des facteurs qui obligent les espèces ou les lignées à être modifiées. C'est les catastrophes dites naturelles, Jurassic Park, Le Jour d'après. Enfin, on a vu tous ces films-là. Donc ça ne fait pas l'évolution. Ça tape, vous êtes au bon endroit, ça ne fait pas d'adaptation. Ensuite, c'est surtout les relations entre les espèces. C'est ce qu'on appelle la coévolution. Il n'y a pas une espèce qui évolue seule. Nous coévoluons. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand les espèces rencontrent un très grand succès, qui se traduit par un déploiement démographique, eh bien, il faut bien comprendre que plus une espèce a du succès, plus elle modifie les environnements dans lesquels elle a du succès. Et donc aujourd'hui, c'est ça à quoi nous sommes confrontés. Et très clairement, en raison de ce qu'on appelle la coévolution, plus nous serons nombreux, et c'est déjà le cas, réchauffement climatique, effondrement des biodiversités. Ce qu'il faut bien comprendre sur l'effondrement des biodiversités, il y a une confusion sur ce sujet, souvent malheureusement. Globalement, il y a assez peu d'espèces qui ont disparu. C'est 2% par an, c'est déjà beaucoup trop. Mais en définitive, et ça a été dit tout à l'heure, c'est l'ensemble des effectifs de toutes les espèces qui arrivent vraiment à une limite qui est extrêmement dramatique. Donc, là, ça voudrait dire qu'on basculerait dans un autre monde que personne ne connaît. Et donc là, c'est plus la bombe atomique, c'est plus la guerre. Donc voilà, comprendre cette coévolution est essentiel. C'est la destruction paisible de l'univers. Exactement. Mais l'autre chose, maintenant, on voit bien que cette question des droits, j'ai dit tout à l'heure, de l'altérité, alors ça va peut-être choquer notamment les plus jeunes et les dames et les femmes sont dans cette salle, mais très clairement, moi je suis agacé quand j'entends des gens qui disent « Ah mais oui, mais on pourrait s'adresser aux droits des animaux une fois qu'on aura réglé la question quand même des droits des femmes dans le monde entier, ou le droit des enfants, ou des handicapés. » Comme s'il y avait une quantité limitée de droits ou de bien-être ou de bienveillance. C'est complètement stupide. En fait, où on est dans une attitude, alors je pense avoir bien compris Louis Chazer à l'instant, où vous êtes dans une attitude éthique, bienveillante, qui en fait va englober très largement les autres, ou alors vous avez une attitude de restriction. Et je crois qu'en fait, il n'y a pas d'intermédiaire. Et c'est là-dessus, pardon d'insister, parce que Claude Lévi-Strauss n'est pas du tout connu là-dessus. Ce sont ses textes assez récents. Et là, vraiment, la démonstration est très brutale. À partir du moment... Et ça commence par l'animal, parce que c'est facile l'animal, ils ne sont pas là pour se défendre, ils ne vont pas venir sur la scène en disant Monsieur Schweitzer, Monsieur Pic, Monsieur Koskager, non, ton nom est imprononçable. Non, ne le prononce pas. Pardonne-moi. Non, mais je suis là, je voudrais protester ou pas, non, ils ne le peuvent pas, ils ne le sont pas là, ils ne sont pas présents. Mais il est très clair que, justement, on fait l'économie, l'exclusion beaucoup plus précise vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des autres ethnies ou autres. Et c'est bien ça que, bon, je ne sais pas si vous avez vu l'article que j'ai rédigé à propos de cette rencontre aujourd'hui, c'est une question totale, une question d'éthique totale, que cette question du droit des animaux, puisque, en effet, à partir de là, ça va impliquer toutes les questions des différentes altérités sur lesquelles nous pouvons prendre des décisions, comme ça a été dit aussi, c'est-à-dire qu'en effet, à partir du moment où on s'ouvre aux autres, eh bien, il n'y a beaucoup moins, en tout cas, ça devient beaucoup plus difficile de justifier l'exclusion de telle catégorie humaine ou autre, et même d'autres espèces plus proches. Et c'est ça qui est important, parce que moi, je suis agacé. Il reste quand même cette idée qui nous vient d'Aristote, mais il n'y peut rien, Aristote, dans cette affaire-là, qu'on a une espèce de nature qui est complète, que toutes les formes sont à leur place. Et nous, moi, ça fait 30 ans que je me bagarre avec ça, comme si on découvre que les chimpanzés ils font de la politique, ils ont de l'empathie, conscience de soi, on a l'impression qu'on l'enlève à l'homme. C'est quoi cette attitude qui est héritée d'une certaine philosophie anthropocentrique qui n'a strictement aucun sens? Et donc, du coup, si on est capable de comprendre que ce qui fait en partie notre humanité est partagé à différents degrés, même s'il n'y a pas le langage tel qu'on le connaît, des espèces autour de nous, mais il y a d'autres langages là-dessus, c'est ce rapport à l'autre, à l'altérité, ce n'est pas une éthique qui se découpe, même si elle doit s'ajuster en fonction des différents types d'animaux, c'est en fait une attitude totale, philosophique, globale, vis-à-vis de nous et de ce qui nous entoure. Est-ce que c'est faire ce que je crois dit Edgar Morin, redécouvrir aujourd'hui ce qui nous fait humains? Ben aussi, on ne peut pas se définir en tant qu'humain dans une vision complètement refermée sur nous, complètement autiste, et c'était ça, cette critique des droits de l'homme faite par Claude Lévi-Strauss. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'est restreint à un groupe hyper-aléciste qui était en gros l'homme blanc, soyons très clairs. Et donc, en fait, on ne peut pas se définir humain si on n'est pas capable de mettre devant nous, de comprendre les différences, mais sans hiérarchiser, sans exclure,
si ce n'est peut-être, pas sous la forme de discussion, mais sous forme donc de redéfinition de manière plus sereine et dans la compréhension des altérités et des intelligences qui ne sont pas qu'en référence à la nôtre dans ce rapport à l'autre. C'est vrai qu'il est dans la nature humaine de faire des cercles concentriques et de s'intéresser plus à ce qui vous ressemble immédiatement que à ce qui vous ressemble moins. Plus, je connais peu de gens qui ne préfèrent pas leurs enfants aux enfants des autres. Je connais peu de gens qui n'ont pas plus de proximité, donc ne traitent pas mieux ce qui est proche que ce qui est lointain. Mais pour moi, l'éthique ou la morale, c'est d'avoir effectivement une vue qui va au-delà du cercle immédiat. C'est ce qui nous permet de vivre dans un pays. Et je le redis, la différence avec ce qui se passait autrefois, où les hommes étaient relativement peu nombreux, le fait de ne pas s'intéresser au monde qui nous entoure n'était pas grave pour la planète. C'était scandaleux au point de vue éthique, mais ce n'était pas grave pour la planète. Maintenant, nous sommes la seule espèce, c'est peut-être ça qui nous distingue de toutes les autres espèces, nous sommes la seule espèce qui peut mettre en cause toutes les autres espèces. Il faut avoir ça en tête. Nous sommes la seule espèce qui peut mettre en cause toutes les autres espèces. Et ça veut dire que nous avons une responsabilité qui n'est pas la même que celle de l'homme d'il y a 5000 ans, même indépendamment de tout progrès moral, qui ne pouvait pas mettre en cause les autres espèces. Il pouvait tuer un éléphant, oui, mais il n'en tuerait pas beaucoup. Nous pouvons détruire les éléphants. Et nous sommes d'ailleurs très occupés à le faire. Nous pouvons détruire la possibilité de vivre de beaucoup d'espèces sans même tuer les espèces. Mais nous pouvons, en supprimant les milieux naturels par le réchauffement climatique, nous pouvons éliminer la vie. En tout cas, la vie telle qu'on l'a connue, parce qu'elle continuera la vie, mais surtout du côté des surtout du côté des bactéries. Sur d'autres planètes, sans doute. Mais c'est pour ça que là, vous voyez, cette question des droits des animaux, c'est une question, on l'a dit, pardon de me répéter, qui concerne déjà ce qui est bien autour de nous dans le monde actuel, mais aussi qui est un engagement pour la possibilité des générations futures. Darwin avait une très belle expression, il parlait de la descendance avec modification. Je trouve cette expression absolument magnifique parce que nous avons des enfants, des petits-enfants, et nous modifions l'environnement. Et c'est tout l'enjeu qui est là. Moi, j'ai entendu des philosophes critiquer le fait que l'on parle des droits des générations futures. C'est exactement comme tout à l'heure en disant, c'est pas parce que des entités autour de nous ne sont pas capables de défendre leurs droits, de les revendiquer, qu'elles n'ont pas de droits. Eh bien, les générations futures, évidemment, elles sont là, elles arrivent, elles ont aussi des droits, et ça s'appelle la descendance. Et cette descendance ne peut pas être que centrée par-delà les délires de certains transhumanismes qui veulent complètement s'isoler dans des bulles technologiques, mais ce n'est pas le cas de tous. Mais en tout cas, il y en a une partie, c'est-à-dire dans un mépris total. C'est très dangereux ce qui se passe dans une partie des courants de pensée transhumanistes. Il y a plusieurs courants, je n'entre pas dans les détails. Mais en définitive, c'est une espèce de fuite en avant où là, ils n'ont aucune considération pour la procréation. Aucune considération pour l'environnement, aucune considération pour les animaux, ou quasiment aller dans une fuite en avant sur d'autres planètes. Il faut faire extrêmement attention parce que ça, évidemment, ça s'éloigne complètement, justement, de ce qui nous réunit aujourd'hui, de notre responsabilité. Et là, moi, je suis un peu agacé parce qu'il y a autre chose aujourd'hui qui arrive. C'était une bagarre avec le musée de l'homme, entre le musée de l'homme et moi. Il disait, l'homme est une espèce biologique parmi d'autres. Oui, en termes de biodiversité, il ne reste qu'une seule espèce. Je suis d'accord. Mais attendez, nous sommes une espèce quand même, et ça a été très bien dit par Louis Schäfer, qui a un impact comme jamais. On a une puissance écologique, alors qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui aujourd'hui s'est amplifiée. Donc c'est en ce sens qu'effectivement, ces débats qui nous occupent pour les animaux ne concernent pas que les animaux, c'est nous tous, quoi. C'est l'ensemble de la vie et les communautés écologiques. Voilà, alors je voudrais juste pour conclure, parce qu'il nous reste quelques minutes, vous poser une question. Bon, là on vous écoute. Je suis assez fasciné, et puis je vais rentrer chez moi, la vie va continuer. J'aurais envie de vous poser une question et de nous poser une question. À quoi tout cela nous oblige ? Parce que je veux dire, il y a quelque chose de l'ordre sans doute de l'engagement citoyen ou de la responsabilité qui doit être la nôtre. Louis ? Bon, et une fois qu'on est
convaincu de quelque chose, il y a différentes façons d'exprimer sa conviction. Et je vais prendre une image religieuse. Quelqu'un qui était chrétien au XIIe siècle considérait que l'idéal peut-être était d'aller dans un couvent, d'être moine et de se fermer de tout. C'est d'une certaine façon le vegan. On peut avoir des engagements qui sont moins brutaux ou moins violents. On peut accepter, par exemple, d'être omnivore. Moi, je suis omnivore, je le dis. Bon, à ce moment-là, quel sera mon engagement ? Mon engagement, ça sera de faire en sorte que les animaux, soient protégés en tant qu'espèces et en conditions de vie s'ils sont sauvages, et deux, quand l'homme les a sous sa garde, soient bien traités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que, par exemple, je n'achèterai jamais un œuf d'une poule élevée en batterie. Parce que c'est des conditions de vie que je trouve indignes. Ça veut dire que j'accepterai de payer 10 ou 15% de plus pour que l'animal que je mangerai, ou dont je mangerai une partie, soit bien traité tout au long de sa vie, de sa naissance à sa mort. C'est ce qui se fait dans un certain nombre de pays. J'ai cité la Suisse. Voilà. Pascal, dans quelques minutes. C'est comme là, il y a eu une manifestation hier sur les comportements tout simples, adoptés tous les jours face au réchauffement climatique et à la planète. Je crois que c'est ça qui nous amène cette question. C'est évidemment de grands principes généraux, on en a discuté, et c'est comment, sans être moraliste, on essaie de faire au mieux, parce que je ne suis pas parfait non plus. Mais tout de même, je voudrais rappeler cette histoire autour de la viande et les animaux élevés en batterie, c'est absolument terrifiant. Ça a été considéré comme une conquête sociale des années 70, des années 30 glorieuses. Et d'un seul coup, on s'est mis à manger plein de viande sans se poser la question, parce que les gens, en fait, avaient quand même un petit souvenir à la campagne, ils ne se rendaient pas compte de ce qui se passait quand même dans les usines. Et tout de même, moi, j'ai complètement changé de comportement par rapport à ça. Je mange encore de la viande, mais vraiment de moins en moins et très très peu. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que c'était mon éducation, c'était le milieu social dans lequel j'étais, et on est tous comme ça. Et donc, et puis un jour, voilà, il y a eu ces débats, il y a eu ces questions, il y a eu L224. Alors, il y a un très beau livre à lire, c'est de Jean-Baptiste Delamo qui s'appelle Règne animal. Je ne sais pas si vous avez lu ce magnifique roman. Alors moi, ça m'a touché parce que j'ai connu ce monde paysan. C'est très clair, mesdames et messieurs, c'est très clair. Ce roman est absolument superbe. Je sais pas, je pense que vous l'avez lu, Jean-Louis. Il faut le lire vraiment, c'est super. Et vraiment, ça traverse le XXe siècle. Ce siècle donc, qui nous a amené à cette situation que nous avons décrite, eh bien, très clairement, les conditions faites aux animaux, c'est typiquement les conditions faites aux humains. C'est pour ça que cette question des droits des animaux, c'est bien sûr par-delà notre responsabilité, c'est vraiment une réflexion éthique sur ce qu'est l'humain, et l'humain donc n'est pas limité qu'à l'espèce humaine. Non. Une minute. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je voudrais revenir sur un point que vous avez dit. C'est que l'éthique ou la morale, ça ne se découpe pas facilement en tranches. Et que une fois qu'on décide de s'intéresser à l'autre, il ne faut pas ne s'intéresser qu'à certains autres. Il faut étendre son champ. Et qu'en étendant nos champs, je pense que nous nous améliorons nous-mêmes. Et ce sera ma conclusion. Très bien, merci Louis, merci Pascal. Je voudrais juste signaler... Merci à tous les deux. Comme j'ai cité les ouvrages de Pascal, il me faut citer l'ouvrage que vous avez réalisé avec Aurélien Barraud, L'animal est-il un homme comme les autres? Lui est vegan, hein, il est plus absolu que moi. Voilà, les droits des animaux en question. Voilà, merci à vous, bon après-midi, merci de nous d'avoir partagé avec nous, de nous avoir écoutés, et bon après-midi.